Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre 23h30 sur Téléchat. Dans l'actualité ce soir, vous aviez suivi dans nos précédentes éditions, le président démocratiquement élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été investi officiellement le 19 septembre dernier au stade du 26 mars de Bamako en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEAC, qui a fait le déplacement de la capitale malienne, a été chaleureusement accueilli par le public bamakois dès son entrée au stade. Retour sur l'événement avec Ibrahim Mohamed Adam. Plus de 50 000 personnes étaient au stade du 26 mars de Bamako. Parmi elles, une vingtaine de chefs d'État, un roi, celui du Maroc et plusieurs autres personnalités maliennes et étrangères, témoins de cette nouvelle histoire que les Maliens sont en train d'écrire après le tumulte récent. Ce 19 septembre marque le départ du premier quinquennat d'Ibrahim Boubacar Keïta, élu le 11 août dernier avec plus de 77% de suffrages. Le président de la République, Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEAC et premier contributeur de troupes pour libérer le septentrion malien, a fait une rentrée remarquée au stade. Il est arrivé peu avant IBK. Le standing ovation dont il a été l'objet prouve qu'il est chez lui, à Bamako. Président de la République du Tchad, il vient chez lui, en terre africaine du Mali. Malgré une chaleur torride, le public mettait du rythme, l'ambiance était chaude, colorée et carnavalesque. Les Maliens étaient conscients que leur pays est revenu de loin et cette ferveur populaire traduit leur volonté de vivre ensemble dans un nouveau Mali et recoller ainsi le tissu social parti en lambeaux après l'épisode djihadiste au nord. Pour le président François Hollande, le Mali a été libéré grâce à une belle leçon de solidarité internationale. Il a salué la mémoire de soldats africains et français morts sur les champs d'honneur au Nord Mali et a rendu un hommage particulièrement mérité aux soldats tchadiens pour leur bravoure et courage. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, invite le Malien à regarder dans la même direction pour construire leur pays. Sous le vivat d'un public de plus en plus conquis, le président Idriss Déby Itno a salué le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Le Mali de Soundiata Keïta et de Modibo Keïta est aujourd'hui entre les mains de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est peut-être un signe du destin, a professé le chef de l'État qui interpelle le nouveau président malien sur l'amplitude des tâches à accomplir et les défis à relever. Vous n'aurez pas droit à l'erreur, conseille-t-il, histoire de lui rappeler que l'espoir qu'il suscite est immense. Le président élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, dans un discours de plus de 2 minutes, a mis l'accent sur le rôle joué par la communauté internationale qui a mis fin aux rêves prétentieux des djihadistes. IBK a salué l'engagement du Tchad au Nord Mali. L'armée tchadienne a écrit une belle épopée de l'histoire de l'Afrique contemporaine, a reconnu le nouveau locataire du palais de Koulouba qui s'engage à respecter la Constitution et à lutter contre la malgouvernance, la corruption et le crime organisé. Celui qui incarne le nouvel espoir du Mali doit dans l'urgence redonner un nouvel élan à une administration déliquescente, réorganiser l'armée et surtout remettre sur le bon rail un pays appelé à devenir la locomotive de la sous-région. Aura-t-il toutes les cartes en main pour ne pas décevoir le bel espoir placé en lui? Même si tous les éléments sont réunis pour un début de mandat difficile, le nouveau chef d'État malien a cependant la confiance de ses compatriotes et de la communauté internationale. C'est déjà un bon signe pour bien démarrer le quinquennat de tous les défis. Juste après la cérémonie d'investiture, le président de la République Idriss Déby Itno, le chef de l'État français François Hollande et le nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta ont animé conjointement une conférence de presse. La question de la sécurité en Afrique et la lutte contre le terrorisme dans le monde ont été longuement abordées par les journalistes. Je vous propose de suivre un extrait de la réponse du chef de l'État relativement à la situation en Centrafrique. La RCA, la République centrafricaine. Ce cyclisme que l'on connaît depuis 1984 pour les forces de l'Afrique centrale,
Les premiers éléments sont arrivés en janvier, je crois, 1994, et les pylores, on n'a jamais quitté, mais on n'a jamais pu résoudre la crise en République centrafricaine. C'est pour lequel je pense que le président français a eu accordé les chefs d'État d'Afrique centrale qui sont venus pour cette occasion. Nous avions discuté de la RCA et nous avions fourni suffisamment d'efforts que les efforts de la CAC soient accompagnés par tous les amis de la RCA et les Nations Unies. Nous espérons que notre partenaire, la France, va nous, comme il l'a fait toujours, continuer à nous soutenir sur le plan financier, sur le plan logistique, comme elle l'a fait toujours, en attendant qu'on ait d'autres possibilités de financement, puisque l'effectif qui était autour de 9 000 est monté à 3 500. Donc c'est devenu plus. Seule la France ne peut pas, on a vu, résoudre la crise, en fait, disons, dans une région où il ne peut parler de non-État en République centrafricaine. Mais ni armée, ni force de sécurité civile, rien. Tout est à refaire. Et si on n'y fait rien, évidemment, on peut être surpris demain, comme on a été surpris par Mali. Mais je pense aussi à tous les partenaires africains ou autres pour qu'on examine la question de la République centrafricaine dans le plus bref délai et trouver une solution définitive à cette crise. Et en marge de la cérémonie d'investiture du président malien, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu successivement le président tunisien Monsef Morzeki et l'envoyé spécial du président de la Fédération de Russie chargé des questions africaines, Mikhail Vladimir Margelov. Peu avant de quitter la capitale malienne, le président de la République s'est également entretenu au salon d'honneur de l'aéroport international de Bamako avec ses homologues nigériens, congolais et maliens. Le renforcement des relations de coopération entre ces différents pays était au centre des entrevues. Reportage Ibrahim Ahmad Adam. Le président tunisien Monsef Marzouki et le chef de l'État Idriss Déby Itno se concertent régulièrement. Les deux hommes d'État qui épousent la même philosophie sur nombre de questions d'intérêt commun ne manquent jamais l'occasion de rapprocher leurs positions pour mieux appréhender le défi du continent et de leurs pays respectifs. Venez assister à Bamako à la cérémonie d'investiture du nouveau président malien. Le chef d'État tunisien a rendu visite à son homologue tchadien à l'hôtel Radisson. Dans un entretien qui a duré plus de 3 quarts d'heure, le renforcement des relations de coopération bilatérale entre le Tchad et la Tunisie était évoqué par les deux chefs d'État. Pas seulement, Idriss Déby Itno et Monsef Morzouki ont fait le tour d'horizon des questions liées à la sécurité en Afrique et dans le monde. Nous avons d'excellentes relations avec nos frères tchadiens. C'était donc pour les réaffirmer, pour discuter de la prochaine visite que le président tchadien devra rendre en Tunisie. Nous avons discuté aussi de relations économiques, des problèmes de sécurité dans le Sahel. Et nous avons vu que le Tchad et la Tunisie ont pratiquement les mêmes points de vue sur tous les problèmes. Et nous espérons beaucoup que nous allons unir nos efforts pour à la fois stabiliser cette région et pour faire en sorte que le développement économique et social soit la réponse à toutes les questions, notamment du terrorisme, etc. Donc moi, je ne peux que me réjouir du niveau des relations fraternelles que nous avons avec le Tchad et la prochaine visite du président Déby en Tunisie, probablement entre le mois d'octobre et de novembre. Puis avant le chef de l'État tunisien, le président de la République a reçu l'émissaire du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. L'envoyé spécial de Moscou chargé des affaires africaines, Mikhail Vladimir Margelov, a transmis au chef de l'État un message verbal du chef de l'État russe. L'excellente relation de coopération bilatérale entretenue par N'Djamena et Moscou serait l'objet. L'émissaire russe a salué le rôle joué par le Tchad dans la libération du Nord Mali. Selon lui, son pays comptera sur le leadership du chef de l'État tchadien pour lutter contre le terrorisme dans la bande sahélienne. Le Tchad est un modèle de stabilité dans une zone où la turbulence est patente, a soutenu l'envoyé spécial du président russe qui a salué la vision panafricaniste du président de la République Idriss Déby Itno. Puis avant de quitter le sol malien, le président de la République a eu une série d'entretiens avec ses pairs au salon d'honneur de l'aéroport international de Bamako. Le bal a été ouvert par le président nigérien Mahamadou Issoufou, le chef de l'État et son
son homologue ont eu un entretien de plusieurs minutes au salon d'honneur de l'aéroport international de Bamako. Entre les deux hommes d'État, le sujet à discuter ne manque pas. Les devenirs du continent, la sécurité transfrontalière, les relations entre leurs deux pays et surtout la lutte contre le terrorisme, des sujets qui constituent une préoccupation constante pour les deux leaders. Après les chefs de l'État nigérian, c'est au tour du président congolais, Denis Sassou Nguesso, de venir s'entretenir avec le président de la République. Brazzaville et N'Djamena sont en connexion permanente grâce au contact entre les deux chefs d'État. Au salon d'honneur de l'aéroport de Bamako, les deux dirigeants sont rejoints par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Nul doute que ce dernier leur a réitéré toute sa reconnaissance pour cette marque de solidarité qu'il ne cesse de manifester à l'endroit de son pays. Les questions de renforcement des liens de coopération entre N'Djamena, Brazzaville et Bamako étaient évoquées au cours de cette rencontre tripartite. Une délégation de l'association Progrès pour la défense des droits des femmes et la colonie tchadienne au Mali ont été successivement reçus par le directeur de cabinet civil à la présidence de la République, Ahmad Mohamed Bachir, et le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. C'est au nom du chef de l'État que les deux personnalités ont reçu les différentes délégations. Ibrahim Mohamed Adam. La délégation de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes est conduite par sa présidente nationale Fatoumata Siré Diakité, ancienne ambassadrice du Mali en République fédérale d'Allemagne. L'association compte 30 000 membres répartis sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Elle a son siège à Bamako, au Mali. Les membres de l'association branche du Mali sont venus dire toute leur reconnaissance et exprimer de vive voix leur remerciement au président de la République Idriss Déby Itno pour l'acte héroïque et historique qu'il a posé en envoyant plus de 2000 soldats pour participer ainsi à la conquête du Nord Mali. Selon la présidente de l'organisation, les Maliens ont une dette de sang envers le Tchadien. Nous sommes éternellement reconnaissants au Tchad et à son président, a déclaré Mme Fatoumata Siré Diakité. Représentant le chef de l'État à cette rencontre, le directeur des cabinets civils, Ahmed Mohamed Bachir, a remercié le membre de l'association pour ce geste de reconnaissance. Il a promis transmettre le message de l'association à son illustre destinataire tout en disant que le Tchad sera toujours aux côtés des Maliens et des Africains car nos destins sont liés, dixit Ahmed Mohamed Bachir. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a rencontré le Tchadien du Mali. Ils sont des étudiants, commerçants, fonctionnaires internationaux, mais aussi et surtout des militants du mouvement patriotique du salut. Le chef de la diplomatie tchadienne, qui a représenté le chef de l'État, leur a prodigué des conseils. Il leur a demandé de respecter les us et coutumes de leur pays d'accueil. Soyez exemplaires en ayant un bon comportement, conseille-t-il. À l'endroit particulièrement des étudiants, Moussa Faki Mahamat a insisté sur leur avenir et l'assiduité aux études. Le pays compte sur vous car le président de la République attache une importance particulière à la diaspora tchadienne, a conclu le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Dans l'actualité, ce soir également, les travaux de la première session du Haut Conseil de coordination pour l'accès au Fonds mondial contre le paludisme, le sida et la tuberculose HCNC se sont achevés hier soir. Des rapports de plans d'action et d'autres documents ont été examinés à cette session. Adef Ahmed Berrahman. 3 jours de travaux ont permis aux membres du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial d'examiner les rapports et documents soumis à leur approbation. Le suivi des activités du HCNC, le plan de communication et le budget du plan d'action 2013-2014 sont au nombre des sujets débattus. À la fin des travaux, une motion spéciale a été adressée au président de la République. Saluons l'engagement de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dans la lutte contre les 3 maladies, à savoir le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Réaffirmons notre soutien à son initiative pour l'atteinte de la couverture universelle en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à l'horizon 2014. Pour le président du HCNC, Non Adafana, il est urgent que les partis impliqués dans la mise en œuvre des subventions s'approprient les différentes conclusions des travaux. Il a réaffirmé la détermination de son organisation à contribuer à la lutte contre le VIH-Sida,
la tuberculose et le paludisme. Le ministre de la Santé publique a quant à lui exprimé les préoccupations du gouvernement. Des ressources additionnelles sont nécessaires et indispensables pour la réalisation des programmes définis par le gouvernement. Je veillerai personnellement à ce que ces recommandations soient immédiatement mises en œuvre. Dorénavant, il n'y aura plus d'excuses pour les mauvaises performances. Dans les jours à venir, les rapports et documents examinés seront adoptés avant leur envoi au gouvernement et au Fonds mondial. S'agissant de l'accès du Tchad au financement du Fonds mondial, il est prévu une réunion d'évaluation en octobre prochain. Chapitre santé toujours, la mission de contrôle et de supervision du ministère de la Santé publique dans la partie méridionale du pays se poursuit. Après les 2 Logones, la mission s'est rendue dans la Tandilé. L'hôpital de district de Kélo, le centre de santé et la pharmacie d'approvisionnement de cette ville ont été visités par la délégation. Hortense Adoumbay, reportage. Ici, à l'hôpital de district de Kélo, même si la prise en charge des malades est bonne et la gratuité des soins d'urgence appliqués, le personnel soignant se confronte quelque peu aux difficultés. Nous sommes à la maternité. Ici, l'on enregistre en moyenne 100 naissances par mois, mais le nombre de lits reste insuffisant. C'est le premier besoin exprimé par la responsable du service. Aussi, la couveuse et l'appareil de réanimation ne sont pas fonctionnels. Raison évoquée, la capacité du groupe électrogène que dispose l'hôpital ne peut les alimenter. Le laboratoire microbiologie réalisé et équipé par la Banque africaine de développement depuis 3 ans n'est non plus fonctionnel faute de techniciens qualifiés. Les difficultés sont aussi visibles à la pédiatrie. Une seule salle d'hospitalisation est disponible avec un nombre très insuffisant de lits. Avec cette période où le paludisme bat son plein, l'unique salle est submergée et le personnel soignant est obligé d'accueillir certains patients sous les tentes. Le taux d'enfants malnutris est aussi considérable à Kélo. Enfin, le centre de santé de Pagré s'évertue aussi à donner des soins de qualité aux malades. Malheureusement, la couverture vaccinale est faible et la gratuité des soins d'urgence partiellement appliquée. Des instructions ont été données pour une meilleure organisation du centre. Le ministère de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance forme ses agents. Cette formation rendue possible grâce à l'appui technique et financier du PNUD est essentiellement axée sur le contrôle et la vérification des régies financières et à l'exécution du budget de l'État. Marali Joséphine nous en dit plus. Le programme de renforcement de la gouvernance démocratique PRNGD est un organe régulateur des finances mis en place il y a quelques années. Il est placé sous tutelle du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Le PRNGD regroupe en son sein 5 composantes parmi lesquelles la composante corruption, transparence et redevabilité. Ce 5e volet est chargé de contrôler et de vérifier la gestion des finances publiques sous diverses formes. En initiant cette formation sur le thème contrôle et vérification des régies financières et de l'exécution du budget de l'État, le ministère de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance veut redynamiser ces structures afin de lutter contre les maux qui gangrènent l'administration publique. La noble et exaltante mission d'assainir la vie publique et de promouvoir la bonne gouvernance dans notre cher et beau pays demeure pour nous un challenge. Et pour cela, chaque agent, chaque responsable du ministère de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance doit donner le meilleur de lui-même afin de mener à bon port cette œuvre de salut public qui s'inscrit au premier rang de la politique de la Renaissance du Tchad. La secrétaire d'État à l'économie, au plan et à la coopération internationale interpelle les bénéficiaires. J'ose espérer qu'au terme de cette formation, vous serez des agents capables de veiller à une exécution rigoureuse du budget, au renforcement de la gestion de la trésorerie, à l'application des procédures de passation des marchés publics. C'est de cette manière seulement que vous aiderez le gouvernement à relever le défi de la gouvernance financière. Le directeur pays PNUD René Guiran apprécie cette formation qui, selon lui, permet de doter les agents des outils indispensables de travail. Il promet par la même occasion soutenir les actions du gouvernement à travers un plan d'action en cours d'exécution.
La problématique de l'accueil des clients et usagers au guichet unique du ministère des Affaires foncières et des domaines au centre d'une session de formation initiée par la coordination du projet des documents cadastraux et domaniaux. Des précisions avec Nobadombaï Talomati. Renforcer la capacité d'accueil des agents du guichet unique en technique d'accueil afin de faciliter les démarches administratives relatives aux questions foncières est le souci du ministère du Domaine, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Cette formation d'échange, selon le directeur général du guichet unique, Olivier Charot, permettra aux employés de ce service de se perfectionner en technique d'accueil. L'économiste Ali Abdraman Agar, par ailleurs recteur de l'université de N'Djamena, qui a rehaussé de sa présence cette rencontre de formation, souligne que le client est roi. Nous sommes dans un pays où les gens ne sourient pas beaucoup. Un visage souriant est nécessairement un visage accueillant. Avant d'aller au travail, s'il vous plaît, regardez-vous dans un bon petit miroir, souriez-vous à vous-même, faites-vous plaisir à vous-même et vous rendez une grande fierté à tous ceux qui vous côtoient dans votre environnement humain. Le secrétaire général du dit ministère précise que c'est une valeur ajoutée pour régler les problèmes des longues démarches. Le présent séminaire de formation sur l'accueil et l'échange avec la clientèle vient au moment attendu. Au sein du guichet unique des affaires foncières, nous constituons une association de personnes qui a besoin de se connaître et d'accepter l'un et l'autre pour valoriser la synergie de nos compétences. En rappelant l'importance du guichet unique qui est la sécurisation, la conservation foncière, l'étude des demandes, l'acquisition des terrains et l'obtention des titres de propriété. Le secrétaire général adjoint du ministère et coordonnateur du projet sécurisation des documents domaniaux indique que le service guichet unique atteindra sa vitesse de croisière grâce à cette formation. L'atelier d'élaboration du plan d'action pour le Conseil national consultatif des jeunes avec en toile de fond la mise sur pied d'un réseau des conseils régionaux du CNCJ a lieu hier. Y ont pris part des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports et ceux de l'ONG partenaire l'UNESCO. Mathiam Solange. Après la mise sur pied et l'installation du Conseil national consultatif des jeunes, les membres de cette institution marquent un nouveau pas. Il s'agit de l'élaboration d'un plan d'action permettant au Conseil national consultatif des jeunes de se doter d'outils adéquats pour lancer ses activités. À travers cet atelier, les membres du Conseil national consultatif des jeunes, appuyés par les cadres du ministère des tutelles et l'UNESCO, vont se pencher sur les stratégies à développer pour l'épanouissement de la jeunesse. Ils s'entendent de même œuvrer pour la mise sur pied d'un réseau régional des conseils nationaux des jeunes au niveau de la sous-région à travers la technologie de l'information et de la communication. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse et des Sports salue cette initiative. Le ministère de la Jeunesse et des Sports ne peut que se réjouir et d'accompagner ce genre d'initiative caractérisée par cette particularité qu'ont les jeunes dans les politiques de manière générale sur le plan international. Nous remercions aussi les experts pour leur pragmatisme et leur implication personnelle dans ce processus. Aussi, selon les organisateurs, cet atelier permettra de préparer les assises des jeunes prévues pour le mois d'octobre prochain à Malabo, en Guinée équatoriale. Un mot en politique pour la suite de l'édition. Les députés du mouvement patriotique du salut en mission dans le Bata ont eu une séance de travail avec les membres du conseil départemental du MPS du Bata Est. Les préparatifs des futures consultations électorales étaient au centre des échanges. Innocent Kilayo. Al-Boukari Absita Suleiman, membre du bureau politique national du MPS et député, ainsi que son collègue député Mohamed Ahmad Senoussi ont profité de leur séjour dans la région du Bata pour rencontrer les membres du conseil départemental du mouvement patriotique du salut de Bata Est. L'évolution de la vie de leur cher parti dans le Est, les futures élections qui se pointent à l'horizon sont entre autres les sujets qui ont été abordés par les deux députés du MPS avec les membres du bureau départemental du MPS du Bata Est. Et comme nous sommes militants du MPS, comme les autres régions, nous aussi, aujourd'hui, nous avons posé la première pierre pour la construction de notre siège qui est le symbole du MPS. Et ce siège-là sera construit par nous, militants de Majer. Même si chacun doit amener une brique, il faut qu'il sache qu'il
il a contribué à son symbole. Le secrétaire général du conseil départemental du MPS du Bata Est a profité de cette rencontre pour présenter les doléances de son conseil. Il s'agit du manque des moyens roulants et d'autres difficultés. Juste après cette rencontre, Al-Boukari Absita Suleiman et Mahamat Ahmad Senoussi ont procédé à la pose de la première pierre de construction du siège du conseil départemental du Bata Est. Restons toujours dans le Bata pour parler cette fois-ci de ce don du gouvernement remis par le secrétaire général de la région, Natoloum Jean Fidèle, au sous-préfet de El Djeddah. Ce don est destiné aux victimes des inondations dans cette partie du pays. Noubadoumbaï Talomati. Suite aux grosses pluies qui se sont abattues dans le village d'Ardip, situé dans la sous-préfecture d'El Djeddah, le gouvernement vient en aide à la population par ce don composé des vivres, des couvertures, des nattes et des moustiquaires. Cette aide de l'État a été remise aux autorités de la localité par le secrétaire général du département du Bata Est. Quand bien même c'est symbolique, mais ça peut les aider. Ça peut les aider. Nous avons des petits-enfants qui sont couchés sous le froid. Ces couvertures leur permettront de se protéger, tout comme les nattes, tout comme les moustiquaires, tout comme l'eau de Javel, destinée au traitement des eaux relatives aux maladies hydriques. Réception de ce don, le sous-préfet s'est dit réconforté par ce geste humanitaire qui vient alléger la souffrance des personnes sinistrées du village Ardip relevant de sa circonscription administrative. Djeninga Zozué rassure le secrétaire général du département que son staff prendra toutes les dispositions qui s'imposent afin que cette assistance puisse parvenir aux personnes nécessiteuses. Il précise que ce don vient matérialiser l'élan de solidarité du gouvernement envers sa population. Après 2 jours d'intenses travaux, le 3e congrès ordinaire du syndicat national des retraités du Tchad, SINART, vient de s'achever. Ces assises ont permis la mise en place d'un nouveau bureau exécutif de cette organisation. Une fois de plus, retrouvons Mathiam Solange. Les congressistes venus des différents coins du Tchad ont planché sur le changement au sein de leur syndicat avec pour thème principal la restructuration pour plus de dynamisme et efficacité. Occasion pour faire le bilan de plus de 19 ans d'existence et de lutte en faveur des retraités du Tchad. Le président du syndicat national des retraités du Tchad, Soumaïn Akouna, a relevé qu'au titre du bilan 2013, le gouvernement a versé 5 milliards de francs CFA d'arriérés pour les pensions des retraités. Il reste encore environ 7 milliards de francs CFA à octroyer progressivement afin d'éponger les arriérés des pensions. Il a aussi relevé que le SMIC sera revalorisé pour les retraités n'ayant pas 50 000 francs CFA. 2 000 francs CFA seront ainsi réglementés aux allocations familiales. Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, à laquelle est affilié le SNART, Brahim Ben Seïd, a aussi exhorté les retraités à collaborer davantage avec la CLTT. À l'issue de ce congrès ordinaire, un bureau exécutif sera mis en place. En plus de cela, les statuts et le règlement intérieur seront révisés en vue de donner un nouvel élan au SINART. Cette information bref en vue de s'enquérir des conditions d'acheminement des pèlerins vers les lieux saints de l'islam, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Tchonaï Elmi Hassan, a effectué le déplacement du siège du comité permanent d'organisation du Hajj et de la Umrah cet après-midi. Reçu par le président du dit comité, Al-Sherif Ousmane Hissène, le ministre Tchonaï a eu droit aux explications liées au fonctionnement de cette organisation religieuse. Il ressort de la visite que les efforts considérables ont été consentis par cette année en vue de faciliter la tâche aux futurs pèlerins, notamment dans la délivrance des visas grâce au site web créé à cet effet. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassan Abakar, s'est réjoui de cette visite qui honore les fidèles musulmans. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique promet pour sa part de tout mettre en œuvre afin de soutenir le comité permanent du Hajj et de la Umrah. Pour la suite de cette édition, parlons culture, l'artiste musicien Maoundoué Célestin, j'arrive à choisir
la capitale française pour organiser une conférence de presse relative au lancement de son nouvel album. Innocent Kilayou. C'est dans les locaux de l'ambassade du Tchad à Paris et en présence de l'ambassadeur Hissène Brahim Tar que s'est tenue la conférence de presse de Mondoué Célestin. Un choix qui n'est pas fortuit quand on sait le degré de nationalisme de l'artiste. Mondoué Célestin a également associé le groupe Hirondelle Sao qui réside au Canada à sa conférence de presse qui marque le lancement officiel de son nouvel album et de la deuxième édition de son projet artistique Neige au Sahel. Je pense qu'on a de la matière. Aujourd'hui, avec les HSAO, je suis sûr que s'ils arrivent à Niamey, ils vont proposer un spectacle de qualité. Le partenaire qui n'a pas réagi l'année passée, c'est sûr que l'année prochaine, il va réagir. Donc c'est un début. Et on essaye de les intéresser, mais d'abord à essayer de créer aussi l'engouement autour de la chose. Pour le nouvel album qu'il vient de réaliser au Canada et en France, l'artiste, chanteur, auteur, compositeur l'intitule Dumpa. L'ambassadeur du Tchad à Paris, très honoré par cette marque de reconnaissance et du degré de patriotisme dont fait montre Mondoué Célestin, ne s'est pas empêché d'apprécier le talent de son compatriote. Le nouvel album de Mondoué Célestin. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition, mais vous pouvez nous retrouver en différé en gardant l'œil sur notre adresse électronique www.onrtv.org. Portez-vous bien, au revoir.